Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de The Softy Club. Je suis Louana et aujourd'hui j'ai envie de parler émotion, sensibilité. De base, quand j'ai commencé à écrire l'épisode, à écrire la structure, je voulais vraiment partir du point de pourquoi j'ai créé The Softy Club, pourquoi le nom aussi. Et très vite, dans mes notes, c'est devenu un guide pour personnes sensibles et pour apprendre à gérer ses émotions. Donc c'est ce que je vous propose aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire. Je vous embrasse et je vous propose de commencer tout de suite en fait. Donc, The Softy Club, c'est un projet que j'ai dans ma tête depuis hyper longtemps. Dans des écrits à moi, j'écris que j'aimerais avoir un podcast. Après, le thème restait assez flou à l'époque pour moi, mais je savais que je voulais un podcast. Et l'idée vraiment de The Softy Club, alors je sais plus comment l'idée du nom m'est venue, je me souviens plus du moment, mais je me souviens du moment où j'ai vraiment réfléchi au concept. Et en fait, c'est quand j'étais hyper anxieuse à cause de mes examens de fin d'année. Alors vraiment extrêmement anxieuse, ma santé mentale était plus que bancale. Je me suis dit ok, ce serait génial de créer une safe place où peu importe tes émotions, peu importe ce que tu ressens, c'est jamais trop et où les émotions n'intimident pas, où les émotions ne sont pas trop lourdes à porter pour soi ou pour les autres. Vraiment un truc d'acceptation totale. Et donc c'est là qu'est venue la première idée de ce que je voulais faire avec The Softy Club. Et le nom en soi, bon, c'est un nom en anglais. Et ça, club, ça fait directement penser, comme à l'époque, là, les fan clubs. C'est un peu un truc où on se réunit. Et Softy, en anglais, soft, ça veut dire doux ou mou. En fait, ça veut dire quelque chose qui rapporte à la sensibilité du moins. Et quelqu'un qui est softy, c'est quelqu'un qui est doux et qui est sensible. Donc voilà, The Softy Club, c'est le club des sensibles en fait. Et ça me correspond très très bien. C'est pour ça que j'ai créé The Softy Club. C'est une safe place pour les émotions, analyse d'émotions, etc. Pour moi, c'est hyper important de légitimiser les émotions parce que ça a pas toujours été comme ça et finalement ça m'a causé beaucoup plus de problèmes que juste d'accepter directement que j'étais sensible. Pour vous faire une petite parenthèse et vous expliquer un tout petit peu de comment j'étais avant, je pense que j'ai toujours été extrêmement sensible et je me disais c'est quelque chose que il faut cacher. D'ailleurs, quand j'étais enfant, je me souviens que vraiment on me disait Louana elle est hyper sensible, elle se vexe hyper facilement. Enfin, c'était un truc du genre bon Louana elle est un peu soupe au lait, c'est comme ça qu'on dit. Est-ce que soupe au lait, ça veut littéralement dire sensible ou pas du tout, ça veut juste dire susceptible? Je vais regarder. Ok, j'ai la définition. Soupe au lait se dit d'une personne particulièrement susceptible et qui s'emporte rapidement. Bon, je pense pas que je m'emportais rapidement, à part si c'était dans les larmes. Mais ouais, donc ça c'était la base, c'est ce qu'on disait de moi. Et en grandissant, j'avais zéro intelligence émotionnelle. Genre vraiment, je savais pas ce que je ressentais, pourquoi je le ressentais, je l'analysais jamais. Et donc, j'ai commencé très très jeune, genre vraiment enfant, à ne pas exprimer mes émotions et à ne pas sentir mes émotions. C'était trop bizarre, mais en fait, je niais complètement toutes mes émotions. Par contre, ce que je faisais pour rester quand même un peu connectée à moi-même, c'est que je me créais un univers entre guillemets intérieur hyper riche. Donc j'avais mes histoires, j'avais beaucoup d'imagination, j'écrivais déjà, j'ai commencé à nourrir mon monde intérieur entre guillemets, mais c'est vrai que d'un point de vue extérieur, je montrais plus mes émotions. Après ça a atteint son pic dans l'adolescence parce que en fait dans l'adolescence quand tu grandis, tu peux utiliser entre guillemets des choses pour ne plus sentir. Donc tout ce qui est alcool pour certaines personnes ça peut être la drogue, pour certaines personnes, ça peut être même le sexe. Et en fait, quand tu deviens adolescent, tout d'un coup, tu as accès à ce monde-là. Et du coup, c'est d'autant plus facile de nier ses émotions. Donc voilà, donc moi, je niais mes émotions. Je me souviens que même quand j'avais envie de pleurer, je me retenais de pleurer. Je ne pleurais presque jamais. Et ça, c'est dinguissime pour quelqu'un qui pleure autant aujourd'hui. Je peux pleurer limite sur commande, genre c'est tellement mes yeux sont habitués à pleurer. Mais c'est vrai qu'il y avait zéro émotion et même en termes romantiques, mes relations elles étaient Enfin, je ne supportais pas de sentir intensément, ça me faisait extrêmement peur. Et du coup, voilà,
mécanisme dès l'enfance pour essayer de sentir le moins possible et de se réguler le plus possible de cette manière. Ce que ça a causé chez moi, toutes ces années de déni sentimental, ça a causé une dépression. Et donc ça a été extrêmement bizarre parce que j'avais 20 ans. Et quand ça fait des années et des années et des années qu'on travaille pas du tout sa relation avec soi-même, ses émotions, de tout d'un coup sentir l'absence complète d'émotions et en même temps de le sentir tellement intensément. C'est un peu un paradoxe, la dépression, je trouve. Parce qu'il y a un truc où tu te sens extrêmement vide et en même temps tu le sens extrêmement profondément, le fait d'être vide. C'est pas un truc neutre. Voilà, donc à 20 ans, dépression. Et là, je me suis dit, wow. Sachant que j'étais une personne qui n'arrivait même pas à gérer la tristesse, l'angoisse ou le fait d'être amoureuse, gérer une dépression, pour moi, là, c'était chaotique. Je me suis dit, comment je vais faire ? J'ai jamais senti ça de ma vie. C'est la première fois aussi qu'une émotion chez moi était sentie d'une manière tellement forte que je pouvais pas l'ignorer parce que jusqu'à maintenant, j'avais toujours tout ignoré. Et là, c'était tellement fort, c'était tellement pris en pleine face qu'il y avait plus moyen de nier que je ressentais un truc et que c'était hyper fort et qu'en plus, c'était hyper triste. De là a commencé un processus et je me souviens que mon tout début d'intelligence émotionnelle et de spiritualité, la toute première étape, ça a été de me dire « Ok, j'ai des émotions, donc c'est important de les sentir. » Ça, je me le suis déjà dit dans ma vie à un moment donné. Et ça a été un peu la première pierre pour construire le reste de mon chemin. C'est-à-dire que maintenant, je suis quelqu'un qui est assez en phase avec ses émotions, qui est extrêmement sensible, qui l'accepte totalement. Donc ça a été la toute première étape. Et ça a été suite ou pendant ma dépression que j'ai eu un peu cette révélation et ce recommencement. Après, ça a mis des années à arriver à ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire quelqu'un qui accepte totalement ses émotions, quelles qu'elles soient, ou qui du moins arrive à les identifier assez facilement. Alors, la très haute sensibilité, qu'est-ce que c'est ? Le fait d'être sensible ou très sensible. Alors, ça peut avoir différentes définitions. Je sais que pour certaines personnes, elles utilisent le mot hypersensible pour dire en gros qu'elles sont hypersensibles, mais par rapport à leur sens en fait. Que ce soit auditif ou olfactif, elles sont extrêmement sensibles à ça. Et après, il y a la partie émotionnelle. Donc, c'est le fait de sentir énormément, par exemple, le fait d'être bouleversé par ses émotions, les émotions des autres. Et après, il y a l'ultra sensible qui là, non seulement est ultra sensible en termes de sens, il est aussi ultra sensible en termes d'émotions. Ce qui va différencier un hypersensible d'un ultra sensible, c'est que l'ultra sensible peut même sentir physiquement les émotions des autres. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est dans l'empathie la plus totale où limite il n'y a pas de différence entre l'autre et soi. Que ce soit l'hypersensibilité ou l'ultrasensible, c'est des personnes qui sont plus sensibles que la moyenne. Donc par exemple, juste pour vous donner une idée, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du syndrome de Stendhal. C'est un choc émotionnel face à la beauté. Il y a beaucoup de personnes qui le sentent quand elles visitent l'Italie. C'est beaucoup senti chez les touristes, normalement devant des grandes œuvres d'art ou architecture particulièrement belles. Et ils ont un choc émotionnel. Et ça, typiquement, c'est quelque chose qui va être plus senti par les hypersensibles. Parce que c'est des personnes qui non seulement sentent beaucoup, du coup sentent assez profondément, sont habituées à sentir et sont habituées à observer. Et donc, c'est un peu le truc de quand on observe pour la première fois quelque chose qui est incroyable, qui est magnifique, on peut très vite avoir presque un surplus d'émotions par rapport à ça. Parce que on va sentir toute la profondeur de ce moment. Les personnes décrivent vraiment que c'est comme s'il y avait plus qu'elles et l'œuvre tellement elles sont absorbées. Donc ça, par exemple, ça va être plus présent chez les personnes hypersensibles ou ultra-sensibles. Après, cela étant dit, qu'on s'identifie comme juste sensible, qui est déjà énorme, hypersensible ou ultra-sensible, la base est la même, dans le sens où si on fait pas attention et si on n'apprend pas à gérer
j'avais dit ce trait de personnalité, mais c'est même plus profond que ça. Cette facette de nous, ça peut devenir quelque chose de négatif. Quand on a un surplus d'émotions et qu'on ne sait pas le gérer, ça peut être très très dur au quotidien. Pour moi, si on apprend à bien gérer tout ça, à bien gérer cette facette de nous-mêmes justement, pour moi c'est la plus belle qualité qu'on puisse avoir. Parce qu'en fait, c'est grâce à la sensibilité que naît aussi plein d'autres qualités comme l'empathie ou la créativité. Donc, j'ai préparé quelques points pour les personnes très sensibles comme moi et pour vous apprendre un peu ce qui moi m'a aidé à me connecter avec moi-même et mes émotions. Donc, le tout premier, pour moi, le mot d'ordre, c'est intelligence émotionnelle. Travailler absolument son intelligence émotionnelle, c'est identifier ce qu'on ressent et pourquoi on le ressent. Genre déjà créer une certaine relation avec les émotions, surtout quand on est une personne qui est habituée à sentir beaucoup, donc on peut vite être perdu dans le pourquoi du comment. C'est facile de dire juste ah c'est moi, je suis très sensible, mais en fait non, ça c'est pas ok t'es sensible, mais qu'est-ce que tu ressens exactement? Est-ce que c'est de la tristesse, de la mélancolie? Genre pas hésiter vraiment à apprendre le lexique mais limite un lexique des émotions. Parce que même dans la tristesse, en fait, il y a différents types de tristesse. Même dans la joie, il y a différents types de joie. Et du coup, de vraiment s'habituer à analyser ses émotions et à leur mettre un nom, c'est hyper important pour moi. C'est la base quand on est très sensible. On ne peut pas vivre sans ça. Pour moi, un conseil qui est aussi hyper important, c'est vraiment créer une relation avec soi-même. C'est-à-dire s'écouter et se connaître, être curieux de ce qu'on a vraiment envie et faire confiance à son intuition, à son pouvoir d'analyse. C'est hyper important pour les personnes qui sont très sensibles parce que si on ne se connaît pas soi-même, on peut se laisser influencer par les autres ou par la société et ce qui fait qu'on va choisir des chemins qui nous ressemblent pas du tout. Et en tant que personne très sensible, il y a un moment où ça va bloquer parce que j'aime bien penser que les personnes très sensibles sont faites pour s'écouter avant tout parce que si on sent d'une manière spéciale ou profonde, faut voir ça comme une qualité et du coup c'est hyper important de se créer une relation de confiance avec soi-même dans le sens où peu importe ce qu'on sent, c'est légitime et c'est ce qu'on va faire ou c'est ce qu'on va suivre. Le troisième point qui va être hyper important pour les personnes sensibles, c'est de développer des mécanismes d'extériorisation d'émotions sains. Bon, c'était une phrase un peu complexe pour rien, mais en gros, il y a des manières plus saines que d'autres d'extérioriser ses émotions. Je vous donne un exemple tout bête. Si quand on est triste ou quand on ne va pas bien, on va plutôt aller vers l'alcool que vers l'introspection par la créativité, ou même le sport. Voilà, c'est un peu, pour vous donner un ordre d'idée, qu'il y a vraiment un choix. Quand on ressent énormément, il y a un choix d'activité pour extérioriser ses émotions, qui est hyper important, parce que de toute façon, il faut extérioriser ses émotions. Mais vraiment, essayer d'identifier la manière la plus saine pour pas se faire encore plus du mal quand on sent déjà quelque chose qui est négatif. Comment, au contraire, se consoler et s'accompagner de la meilleure manière dans ce moment, dans ce sentiment, cette émotion. Ensuite, j'ai écrit quelque chose que j'ai déjà mentionné, mais je vais le redire là dans la liste. C'est très important de ne pas juger ses émotions et l'intensité avec laquelle on les sent. Il faut vraiment en faire une force, plus qu'un défaut. Donc, ne jamais, jamais, jamais juger ses émotions. Peu importe ce qu'on sent, c'est légitime. Il y a aussi le fait d'apprendre à dire non et justement utiliser sa capacité d'analyse pour déceler un peu les personnes qui, entre guillemets, profitent de ta grande empathie ou du fait que tu sois une très bonne personne qui veut aider, qui sent le problème des autres comme si c'était les siens. Le souci souvent, c'est que les personnes qui ont ce type de personnalité, donc qui sont très sensibles et très empathiques, ils vont avoir tendance à attirer des personnes qui, comme je dis, sont des vrais vampires à énergie. Donc des personnes qui sont habituées à apprendre et à donner très peu, alors qu'une personne sensible et empathique va être de base, entre guillemets, programmée pour donner beaucoup, parce que c'est la manière dont elle sent, et donc c'est la manière dont elle a envie de vivre sa vie et de donner. Et si on fait pas
une sélection, on va dire. Si on n'analyse pas un peu qui nous fait du bien aussi en retour, on peut très vite se retrouver dans des relations amicales ou amoureuses toxiques, ou même familiales toxiques. Donc, apprendre à dire non, c'est hyper important quand on n'a pas envie de faire quelque chose, quand ce n'est pas un grand oui dans notre tête ou dans notre cœur. Ça veut dire sûrement que c'est non, et osez dire ça. Le monde va pas s'effondrer si vous dites non ou si vous donnez une opinion qui est contraire à celle des autres. Bien au contraire, et justement ça peut vous aider si vous dites non ou vous commencez à avoir plus d'opinions, à être plus sûr de vous et que les personnes en face de vous du coup commencent à critiquer ça. Ça peut être une manière de déceler que ces personnes sont là uniquement pour profiter de vous et pour profiter de votre bon cœur et de votre empathie. Donc faites attention à vous, ce que vous avez entre les mains, qui vous êtes, c'est rare et c'est extrêmement beau, et ça peut être multiplié avec d'autres personnes qui sont aussi bien intentionnées que vous, mais ça peut être aussi complètement détruit si vous donnez ça à une personne qui ne sait pas en prendre soin et qui va au contraire vouloir puiser toutes les énergies que vous avez, toute l'empathie que vous avez. Donc bien s'entourer quand on est une personne sensible, c'est pour moi d'autant plus important puisqu'on on peut être facilement blessé, et avec raison en fait, parce que si les personnes sont là pour profiter de nous, c'est pas un échange qui va être bienveillant. Donc faites attention à vous, dites non et analysez les personnes autour de vous, celles qui vous font du bien, celles qui ne vous font pas du bien, celles qui vous font grandir. Et ensuite, pour terminer, il y a quelque chose que vous pouvez mettre en place. Au début, ça m'aidait beaucoup, surtout pendant ma dépression. C'est quand j'apprenais à gérer chaque émotion et à nommer chaque émotion, je développais un plan pour calmer chacune d'entre elles. En fait, c'est un peu un plan personnalisé. Et comme ça, dans ma tête, dès que je sentais quelque chose et que je savais ce que je sentais, je m'étais déjà créé un plan de comment calmer cette émotion spécifiquement. Et ça marchait hyper bien quand on a une problématique qui revient beaucoup, parce que c'est une problématique qu'on est en train de guérir en ce moment. D'avoir un plan directement de comment agir pour extérioriser l'émotion et move on, enfin la laisser vraiment juste passer son moment et après pouvoir continuer sa vie normalement. Ça peut être hyper bénéfique. Par exemple, moi, mes trucs favoris un peu pour extérioriser mes émotions, alors c'est soit pleurer, soit j'adore aussi danser, genre danser devant le miroir, faire genre je suis une star. Ça m'aide beaucoup à me remettre en mode fun après avoir pleuré justement, après avoir été très triste, etc. Donc, je me suis créé un peu un plan d'action pour me sentir bien et pour prendre bien soin de moi. Et je pense que ça peut être pas mal quand on est complètement perdu, submergé par ses émotions. Ça peut être bien d'avoir déjà créé pendant ces moments un peu plus chill en termes d'émotions, comment agir pour chacune d'elles. Ça peut être des exercices de respiration, ça peut être de la méditation, ça peut être la créativité, ça peut être le sport, ça peut être crier dans un oreiller. Il y a des personnes, je pense, qui sentent plus certaines émotions que d'autres. Par exemple, moi, la colère, c'est quelque chose que j'ai du mal à exprimer, que j'ai du mal à sentir. C'est une émotion que je ne connais pas très bien. Alors que d'autres personnes vont la connaître limite sur le bout des doigts parce que c'est leur première réaction réflexe. Donc je pense que pour chaque personne différente, il va y avoir entre guillemets des plans différents. Mais voilà, ne pas hésiter. Le mot d'ordre, c'est vraiment s'accompagner dans chaque émotion. Je pouvais pas terminer cette liste de conseils sans mentionner la thérapie. Comme je mentionne dans presque tous mes épisodes, la thérapie, pour moi, ça a changé ma vie. Ça m'a vraiment donné les bases de l'intelligence émotionnelle. Alors, je pense qu'on peut l'avoir autrement, mais pour moi, ça a été vraiment transformateur. Et je voulais dire que si vous êtes dans une phase de votre vie où vos émotions sont trop difficiles à gérer, ou alors où vous n'arrivez pas à trouver la source de ces émotions, vous n'arrivez pas à lier l'émotion à ce qui se passe, vous n'arrivez pas à comprendre en fait l'émotion ou pourquoi elle arrive, la thérapie, ça peut être quelque chose de hyper bénéfique. Quand la vie devient trop dure pour soi-même, il faut pas hésiter à aller demander de l'aide, c'est la base. On vit en communauté, on a besoin de la communauté. Demander de l'aide, c'est
normal, c'est humain. De la même manière que parfois on aide les autres, on peut être aidé également. Donc la thérapie, c'est incroyable. N'hésitez pas à trouver un psychologue qui vous ressemble, qui vous convient, qui vous fait vous sentir compris, à entamer une thérapie si nécessaire. Parce que parfois c'est pas facile et parfois c'est par phase. On a des phases qui sont très compliquées et il n'y a aucune honte et ne pas hésiter à demander de l'aide. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, j'ai hâte de vous retrouver pour le prochain. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, c'est @thesoftyclub. Et voilà, je voulais quand même terminer avec une petite conclusion. N'oubliez jamais que peu importe les émotions, elles viennent toujours par phase. Les émotions ne sont pas quelque chose qui viennent normalement pour rester ancrées en vous, à part si vous le laissez. Donc, n'oubliez jamais, et ça c'est une phrase qui m'aide beaucoup quand je ressens quelque chose de dur, c'est que les émotions sont là pour nous traverser et repartir. Elles ne sont pas à proprement dit nous. Elles ne font pas partie intégrante de nous. Une émotion comme la tristesse ne fait pas partie intégrante de nous. C'est une émotion qui est là pour nous traverser et parfois quand elle reste un peu plus longtemps, c'est parce que elle essaye de nous indiquer quelque chose qui ne va pas chez nous ou qui ne va pas dans la vie qu'on est en train de mener. Donc ne diabolisez pas les émotions, ne dites pas je suis trop sensible et ça doit pas être la réponse à chaque émotion. Ça, vous ne devez pas regarder entre guillemets les émotions de haut en disant je suis juste trop sensible, c'est pour ça qu'elle est là, la tristesse. Non, pas du tout. Il faut créer une relation avec soi-même, avec les émotions, savoir qu'elles sont là pour nous traverser et que si elles sont là depuis un peu plus longtemps, c'est qu'elles essayent de nous indiquer quand même quelque chose. Ce sont nos amis, pas nos ennemis. Les émotions sont faites pour nous aider à comprendre, à nous comprendre et à évoluer. Donc c'est en fait un cadeau énorme que de sentir. Voilà, je voulais terminer l'épisode avec ça. Je vous embrasse et voilà, je vous envoie plein de good vibes et à la prochaine.